Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé pour le bac. Voilà. Et merci de venir écouter cette conférence. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Manuel Echeverria de Garcet de l'Université de Perpignan, fraîchement retraité depuis quelques mois. Manuel Echeverria a fait ses études à l'Université du Chili, à Santiago. Donc, il a fait des études de physiologie animale, et puis il a fait un PhD là-bas, et petit à petit, il s'est converti d'une part à la biologie moléculaire, qui était à l'époque une science naissante là-bas, mais en France et en Europe aussi. Et puis, il est venu faire une thèse d'État en France, à l'Université de Bordeaux 2, où là, il a travaillé donc sur les plantes. Et puis, avant d'être recruté, plus tard, à l'Université de Perpignan, dans l'équipe de Michel Delceni, que vous avez eu l'occasion d'entendre ici à plusieurs reprises, donc en physiologie des plantes. Et il a fait sa carrière à partir de là sur les petits ARN et sur leur fonction, dans des plantes en particulier, qui sont impliqués dans l'épigénétique. Et c'est devenu un spécialiste en France des petits ARN chez les plantes. Il a pris la suite de Michel Delceni lorsqu'il a quitté la direction du laboratoire, pour 4 ans. Et puis il a terminé sa carrière avec une collaboration étroite avec notre observatoire ici, puisqu'il a travaillé en collaboration avec l'équipe Génophie, justement pour identifier ces petits ARN dans une petite algue, Ostreococcus tori, connue aussi d'entre vous, et comme étant aussi à la base de la lignée verte. Donc, l'identification de ces petits ARN, de certains de ces petits ARN dans cette espèce et la recherche de leur fonction. Alors aujourd'hui, il est donc enseignant et chercheur. Aujourd'hui, il n'a pas nous parler de son domaine de recherche, c'est encore peut-être un petit peu hermétique pour beaucoup d'entre nous, les petits ARN, mais il va parler de la théorie de l'évolution, plus connue d'entre nous, mais il rentrera donc dans les origines et l'attaque de cette théorie de l'évolution. Je passe la parole, merci. Donc, en fait, ce que je disais, ce sujet est fascinant. Et c'est un exemple de comment ça fonctionne la science. Et c'est une révolution en science, autant que la révolution de Copernic, qui est aussi un sujet qui montre très bien comment fonctionne la science. Alors, tout le monde connaît la théorie de l'évolution et Darwin, n'est-ce pas? Mais en fait, la théorie de l'évolution, c'est le produit d'une histoire, comme toutes les théories. Ce n'est pas qu'un seul homme. C'est le produit d'une histoire, d'une société et d'un questionnement scientifique. Alors, on va commencer par les prémices de cette théorie. La première question, c'est une question existentielle qui se pose l'homme depuis toujours. Et dans toutes les sociétés, une des questions essentielles, existentielles qui se pose, c'est quelle est notre origine et quelle est l'origine des espèces vivantes. Alors pour cela, il y a deux types de réponses qui peuvent être apportées. La première, c'est une réponse religieuse, des religions. Et c'est une réponse, à mon avis, valable pour les gens qui ont la foi. Nous, on ne va pas parler de religion, on va parler de science. Et la science, c'est le deuxième type de réponse. Et c'est de cela qu'il s'agira aujourd'hui. Alors, la science, quand il pose une question, il faut que la question soit bien carrée. Alors, le problème qui se pose avec l'origine des espèces, en fait, il y a deux questions qui vont se poser. La première, quelle est l'origine de la diversité des espèces? Et la deuxième question qui va se poser, c'est quel est le mécanisme qui conduit à cette diversité? Et tout le long de l'histoire, on va essayer de répondre à ces deux questions. Et on va voir qu'il y a de nombreux personnages qui interviennent. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une espèce? Ça a l'air simple, en fait c'est très complexe. Et c'est tout le problème de la classification. Ça a mis des milliers d'années à établir la classification à laquelle nous sommes qu'on utilise aujourd'hui. Alors, le premier à établir une classification, c'est Aristote. Donc, c'est là que commence le problème, il y a plus de 2000 ans. Alors, lui, la classification d'Aristote, la classification d'Aristote, c'est une échelle de complexité croissante de la matière.
de la matière inanimée, les plantes, les mollusques, les crustacés jusqu'à l'homme. Alors, cette échelle a deux caractéristiques. C'est un schéma statique. Il n'y a pas d'évolution dans cette. Et cette échelle, mine de rien, ce sera le prototype de toutes les classifications jusqu'au XVIIIe siècle. En gros, Aristote, c'est le biologiste qui a eu le plus d'influence parmi tous les biologistes jusqu'à aujourd'hui, puisque son échelle, sa biologie, a imprégné pendant 2000 ans les naturalistes. Alors, le modèle des naturalistes, donc jusqu'au XIXe siècle, c'était ce qu'on appelle la fixité des espèces. Et ce sera le dogme de l'Église. Ce sera le dogme de l'Église. Dieu créa l'homme et les espèces telles que nous le retrouvons aujourd'hui. Alors, il y a eu plusieurs, après la classification d'Aristote, bien sûr, et pendant le XVIIIe, il y a eu plusieurs naturalistes qui vont commencer à modifier, à améliorer cette classification. Mais un point fondamental, un acteur fondamental, c'est Charles Linné, qui était un naturaliste suédois. Alors Charles Linné, il va créer le système binomial de classification des espèces. C'est-à-dire une espèce, par exemple ici, Linnea borealis. Linnea, c'est le genre, et Linnea borealis, c'est l'espèce. Et c'est le système qu'on utilise aujourd'hui, chez les plantes, chez les animaux. Alors, comment on définit maintenant une espèce? En fait, moi je vais vous donner une définition la plus simple, mais qui correspond à ça. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce? En fait, les individus d'une même espèce peuvent engendrer une descendance viable et féconde. Par exemple, deux chiens de races différentes vont se croiser et donner un chien qui sera fécond. Mais si une jument est fécondée par un âne, elle donne une descendance, mais cette descendance n'est pas viable. Donc l'âne et le cheval sont des espèces différentes. D'une façon simple aujourd'hui, il y a une autre façon de le définir, mais essentiellement c'est ça. Alors, la question est, quelle était l'origine des espèces? En fait, Linné, qui travaillait sur les plantes, lui, il croyait à la fixité des espèces, comme la plupart des naturalistes à cette époque. Alors, à la même époque, en France, Buffon régnait sur la science, sur la biologie. En fait, c'était un très grand scientifique. C'était un homme du siècle des Lumières. Il était appuyé par Louis XV, Louis XVI. Il va fréquenter Voltaire et tous les intellectuels de l'époque. À 32 ans, il va devenir le directeur du cabinet du roi, du cabinet et des jardins du roi. Et à la Révolution, il va devenir le directeur du musée d'histoire naturelle. Et Buffon, on fera un centre de recherche renommé jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous avez la statue au jardin des Plantes. Alors, Buffon, il a écrit une œuvre monumentale, une œuvre majeure, son histoire naturelle. Il y a 36 volumes. Il y avait un volume dédié aux oiseaux avec des planches magnifiques, un autre volume aux reptiles, etc. etc. Vous pourriez trouver ces images, ces planches en Internet, j'imagine. Alors, elle est exposée d'ailleurs à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Alors, dans son œuvre, Buffon va s'intéresser à l'origine de la Terre. C'était un des problèmes. Quelle était l'origine de la Terre? Quelle est l'origine de la vie? L'origine de la Terre. Et qui dit origine de la Terre, cela amène à l'origine des fossiles. Et en fait, l'origine des fossiles, c'était un des points capitaux pour comprendre l'origine des espèces. Et on n'y savait rien sur les fossiles. Alors, Buffon, et c'est important, il croit à une certaine évolution des espèces. Mais son idée est vague, il ne formule aucune théorie. En plus, le pauvre Buffon, en fait, il n'était pas prof, c'était un des grands scientifiques, il voulait monter dans la hiérarchie, mais il y avait l'Église, et l'Église ne pouvait pas accepter l'idée de la évolutionniste. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Buffon? Il va se retracter, et il va dire, je désavoue tout ce qui dans mon livre concerne la formation de la Terre, et tout ce qui serait contraire au récit de Moïse. Et après, avec ça, il va être admis dans les autres sphères, et puis il va se marier avec une riche héritière, il aura réussi sa vie.
Alors, n'empêche, à la fin du XVIIIe, l'idée de l'évolution des espèces était déjà en l'air. En Angleterre, en même moment, il y avait Erasmus Darwin. Alors, Erasmus Darwin, ce n'est pas Charles Darwin, c'est le grand-père du fameux Darwin. Alors, il était poète, médecin, il était naturaliste, c'était passionné de naturalisme. Alors, c'était un bon vivant, il aimait beaucoup les femmes, il a eu 11 enfants légitimes et un certain nombre pas très clairs. Mais enfin, c'était un bon vivant. Et c'était un passionné de science. À l'époque, en Angleterre, il y avait un bouillonnement scientifique très important. Il y avait des sociétés qui se créaient pour discuter de sciences. Et lui, il a créé une société scientifique qui s'appelait la Société lunaire. Et dans cette société, on retrouvait des scientifiques qui discutaient avec des intellectuels, avec des industriels et des gens intéressés par les nouvelles idées scientifiques. Parmi ceux-là, il y avait Priestley qui a découvert l'oxygène, et il y avait aussi James Watt qui a inventé la machine à vapeur. Donc il y avait des grands personnels. Et lui, il faisait partie de cette société. Et ça s'appelait la Société lunaire, parce qu'en fait, ces gens-là ne pouvaient se réunir que les nuits de lune. Sinon, on ne voyait rien. Et c'est comme ça qu'ils l'ont appelé la Société lunaire. Alors, lui, il va écrire un ouvrage très important, disons, où il va proposer une théorie de l'évolution qui va ressembler, en fait, ressemble à la marxisme. Alors, Darwin va lire ce bouquin de son grand-père, mais il ne va pas être convaincu par sa théorie. Mais ça a été important, et ça ressemble à ce qu'on appelle le lamarckisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais Jean-Baptiste Lamarck, c'est un des grands scientifiques, un naturaliste de l'époque aussi. C'est lui qui va introduire le terme de biologie en 1802. Alors lui, en fait, il était lieutenant, il se destinait à l'armée, mais il a eu un accident, et donc il va se tourner vers la médecine, mais il va surtout se passionner pour la botanique. Alors, il était pauvre, il n'était pas riche, Buffon était d'un milieu aisé, lui il était d'un milieu pauvre, mais Buffon va être impressionné par son travail sur la flore française, il va publier un travail sur ça, et donc il va lui attribuer un poste de botaniste au Jardin du Roi, ce qui va assurer le salaire, disons, entre guillemets, de Lamarck. Mais il y avait un hic dans l'histoire. Buffon a demandé à Lamarck d'abandonner les plantes et de travailler sur les animaux. Alors, Lamarck, ça ne lui plaisait pas trop, mais en fait, ça a été une chance pour lui, parce que ça va l'amener à sa théorie de l'évolution. Alors, Lamarck introduit alors une nouvelle classification des animaux, qui est tout à fait valable. Il va classifier les vertébrés, les invertébrés, séparer les insectes, les crustacés. Vous voyez, on est toujours dans ce problème de classification. Et même aujourd'hui, on est encore dans ce problème de classification dans un certain domaine. Mais Lamarck fit plus que simplement classer. Il va parvenir à la conclusion qu'il existait une séquence naturelle de toutes les créatures vivantes, de la moins évoluée à la plus évoluée. Et il va déclarer que l'idée de la fixité des espèces n'avait aucun fondement. Mais il alla plus loin, il proposa un modèle. Alors son modèle est le suivant, il va dire que les différences entre espèces sont induites par l'environnement. Et il va proposer même un mécanisme. Les changements de l'environnement conduisent à une adaptation des organes qui se transmettent à la descendance. C'est l'exemple typique du cou de la girafe qui va s'allonger au cours des générations pour atteindre les feuilles les plus hautes. Donc ça, c'est la théorie de Lamarck qui a été très importante dans son temps. Ainsi, le lamarckisme implique la transmissibilité des caractères acquis, comme Darwin va le proposer ensuite. Mais on verra qu'il y a une petite différence. Mais lorsque Lamarck va mourir, ces idées étaient pratiquement ignorées en France. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un autre monsieur qui s'appelait Georges Cuvier. Et lui, c'était le grand ponte de la biologie en France. Et lui, il croyait à la fixité des espèces. D'ailleurs, quand Lamarck va mourir,
Cuvier va façonner les gens funèbres en le dévalorisant, parce que pendant toute son existence, il va s'opposer à la marque. N'empêche, Cuvier, c'était un grand naturaliste. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser une première contribution très importante, c'est il va être le fondateur du principe de corrélation entre les organes, qu'on utilise encore aujourd'hui en paléontologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce principe? Ça veut dire que vous trouvez une plume, et à partir de la plume, vous allez pouvoir déduire le reste des organes. Pardon. Les organes, vous allez déduire l'aile, vous allez déduire le brochet, etc. Et ce principe est encore aujourd'hui utilisé en paléontologie. Quand vous trouvez une dent d'un fossile, vous déduisez si c'est un mammifère, si c'est un herbivore, vous déduisez la taille du crâne, etc. Donc ça, c'est Cuvier qui l'a fait. C'est un grand rapport. Alors Cuvier, c'est un sujet très important. Disons, c'était pour comprendre l'origine des espèces, c'était essentiel, hein, et l'origine de la Terre. Cuvier va s'intéresser aux fossiles, hein, et il va les étudier. Et l'étude des fossiles va l'amener à réformer toute la classification des animaux. Hein. Il va s'apercevoir qu'il était impossible de classer les animaux comme Lamarck l'avait fait, c'est-à-dire en série linéaire. Hein. Ça, il avait tout à fait raison. Et il va diviser le règne animal en 4 groupes principaux, les vertébrés, les mollusques articulés, et ceci, c'est la base de la classification actuelle. Et à l'époque, c'était la plus grande avancée en ce qui concerne la classification. Mais Cuvier défendait la fixité des espèces. Alors, comment expliquait-il les fossiles? Parce que c'était ça le problème auquel on tournait pour connaître l'origine des espèces. En fait, il reconnaissait qu'un grand nombre d'espèces avaient existé puis disparu. Mais il attribuait cette disparition aux catastrophes naturelles. Une catastrophe naturelle avait éliminé les espèces, comme le déluge, par exemple. Et c'est là, bon, c'est là qu'il s'est confronté à Lamarck, qui évidemment n'était pas du tout d'accord. En somme, l'évolution en France, lorsque Lamarck mourut, ces idées sont pratiquement ignorées. Et Cuvier, c'est lui qui tient la barre avec la fixité des espèces. Qu'en est-il en Angleterre? En fait, en Angleterre, les idées sur l'évolution germaient aussi, évoquant un monde en changement perpétuel. Alors, à l'époque, c'était une des premières préoccupations, la question géologique, l'âge de la Terre. Pourquoi? En fait, la Terre a-t-elle été créée il y a 6000 ans, comme disait la Bible, et comme le soutiennent les créationnistes, ou bien elle est très ancienne. Et ça, c'était important, parce qu'en 6000 ans, vous n'avez pas le temps de faire de l'évolution. Donc, pour les évolutionnistes, il fallait éclaircir ce point. Et cette question, en fait, conduisait aux fossiles, donc, et conduisait à l'évolution. C'est là qu'apparaît Darwin. Donc, nous avons vu tous ces précurseurs. Il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés. Il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés. Et vient ensuite Darwin. Ici, il y a une erreur dans le 18e, 19e, 20e, c'est décalé. Désolé, il faut corriger les siècles. Je viens de m'apercevoir. Bon, n'empêche, Charles Darwin, vous le connaissez tous. Là, vous avez un portrait de lui après son voyage sur le Beagle. Il a 27 ans. Là, il a 27 ans. Et là, un peu plus tard. Alors, c'était un étudiant médiocre. Il a étudié la médecine. Son père était médecin, un médecin connu et célèbre. Il va étudier la médecine à Édimbourg, qui à l'époque avait une des meilleures universités en Angleterre. Mais il va l'abandonner, ça ne lui va plus. Alors il est rentré chez lui, et il a gambadé, il a comment on appelle ça, il a glandé, entre guillemets, un certain temps, et son père va lui dire, ça suffit, tu pars à Cambridge étudier la théologie. Il a envoyé étudier la théologie à Cambridge. Alors, évidemment, la théologie, c'était pas son...
il aimait déjà la nature, hein, et la théologie, ça ne l'intéressait pas trop. Mais qu'est-ce qu'il va rencontrer à Cambridge? Il va rencontrer des scientifiques qui, eux, avec eux, il va vraiment discuter, s'intéresser énormément à la nature. Un de ces naturalistes, c'est John Heslop, qui était un professeur des mathématiques, mais il y en avait d'autres, qui, eux, vont éveiller son histoire, son intérêt pour l'histoire naturelle. Alors, c'était l'époque aussi, il faut se placer à l'époque, c'était l'époque des navigations, d'exploration. Un de ces explorateurs qui partait loin pour explorer la nature dans ses voyages, c'était von Humboldt, qui est un naturaliste extrêmement connu. Et il avait écrit la narration, un ouvrage qui s'appelle La narration personnelle. Et Darwin avait adoré ce livre. Ça avait fait une très forte impression sur Darwin. Alors là, on voit Humboldt au pied du volcan en Équateur, parce que Humboldt était allé en Amérique du Sud, en fait. Et là, il est au pied du volcan Chimborazo, en Équateur, hein, et toujours avec un dessinateur. Ces explorateurs partaient, le naturaliste, avec un dessinateur pour dessiner les espèces qu'il voyait. Alors, ça, c'était une influence très importante. Et à ce moment-là, tout ce qu'il veut, c'est partir, faire comme lui, entreprendre un voyage. Coup de peau, en ce moment, l'amirauté cherchait justement un naturaliste pour accompagner le capitaine Fitzroy dans son voyage du Beagle, pour étudier la géologie sur la côte méridionale de l'Amérique du Sud. Et c'est ainsi que Darwin trouve un poste. Il va être sponsorisé, il va s'embarquer finalement dans le Beagle. À 22 ans, Darwin part faire ce voyage qui va durer 5 ans. Et en fait, c'est ce voyage qui va faire de lui un des plus grands scientifiques de tous les temps. À 22 ans, vous vous rendez compte, c'est les gens qui vont à la fac ici. Hein, Donc, là, vous voyez le Beagle, le voilier du Beagle. En fait, dans le Beagle, il y avait deux petites chambres. Hein. Une où il y avait le capitaine et l'autre, il y avait Darwin avec le dessinateur qui accompagnait. Donc c'était très étroit, hein, comme ça, c'était pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que Darwin va emporter avec lui un ouvrage. Et quel ouvrage? L'ouvrage de Lyell sur la géologie. C'est toujours le problème de la géologie à cette époque qui est fondamental, le problème des fossiles et de l'âge de la Terre. Alors, lui, il fera plusieurs étapes, on ne va pas toutes les mentionner, je vais mentionner que quelques-unes, hein, et quelques fêtes. Une de ces étapes, c'est les Indiens de la Terre de Feu, ici. Ici, vous le voyez en Terre de Feu. Alors, qu'est-ce qu'il retrouve? Là, vous voyez le dessin fait par le dessinateur du Beagle dans les canaux de la Patagonie. Je ne sais pas si vous avez été, mais c'est une région extrêmement froide, hein, avec des glaciers, beaucoup de neige, des courants énormes, et il n'y a aucune balise, il n'y a rien. Pour naviguer là-dedans, c'était pas facile, et le temps est vraiment très, très peu hospitalier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va découvrir là-bas? Il va découvrir les Indiens de Terre de Feu, et ça va l'impressionner énormément. Il va écrire hein, que ces Indiens étaient sans aucune exception le spectacle le plus curieux et le plus intéressant que j'ai vu. Je n'aurais jamais pu penser combien était grande la différence entre un homme sauvage et un homme civilisé. Alors, il y a une autre chose très intéressante. En fait, le voyage de Beagle sur lequel Darwin s'est embarqué, c'était le deuxième voyage. Il y avait eu un premier voyage avec le capitaine Fitzroy. Dans ce premier voyage, il avait fait le même tour et il avait embarqué 4 Indiens sur le Beagle qu'il avait ramenés en Angleterre. Il les avait ramenés en Angleterre pour les civiliser, de telle façon à les ramener dans un deuxième voyage, qui est le voyage de Darwin, et les laisser en Terre de Feu pour qu'ils apportent la civilisation. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Un des 4 Indiens est mort parce qu'en fait, quand ils sont arrivés en Angleterre, ils ont été vaccinés contre la variole et il y en a un qui est mort de ça. N'empêche, il a ramené les 3 autres en Angleterre et Darwin était là. Alors là, vous avez un des 3 Indiens, Jimmy Button, on l'a appelé, hein, l'image en 1830, quand il a embarqué, et voilà l'Indien civilisé qui est revenu en terre de feu. Alors, Darwin va être stupéfait parce que dès qu'ils vont rentrer chez eux, ces Indiens vont reprendre immédiatement leur vie de sauvage. Alors, ceci va amener Darwin à penser que finalement, il n'y a pas de gap, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Une autre étape très importante, c'est la cordillère des Andes et les tremblements de terre. Le Chili, c'est le pays le plus sismique au monde. Les tremblements le plus forts qui jamais été enregistrés, c'est au Chili. Et dans la dizaine de plus forts, il y en a un autre aussi au Chili. Et moi, j'ai vécu les 2 tremblements de terre d'ailleurs. Alors, le tremblement de terre de Concepción, en 1935, lui, Darwin a eu la chance d'expérimenter de voir ce tremblement de terre. Parce que, rappelez-vous, le problème était, la dispute était, la terre est immobile, elle a été créée par Dieu telle qu'elle, elle ne bouge pas. Mais là, la terre bougeait, et Darwin le dit, elle bougeait comme si j'étais sur un bouchon sur l'eau. Et là, il va dire une phrase, il va dire, en une seconde, en une minute, parce qu'un tremblement de terre dure une minute, en une minute, j'ai appris beaucoup plus que toutes les mois et des mois de réflexion n'auraient pu m'apprendre. C'est-à-dire que la terre bouge. Mais il va faire d'autres constatations plus importantes. Il va constater aussi que des rochers couverts de coquillages et d'algues qui se trouvaient sous la mer se retrouvaient maintenant au-dessus de la mer, à plus de 3 mètres. Et ça, c'est quelques minutes. Et croyez-moi, moi j'ai vu la même chose en 71 au Chili, avec un autre tremblement de terre. Donc, ceci expliquait plusieurs choses. La présence de fossiles de coquillages marins dans les Andes. Il avait trouvé des coquillages marins dans les Andes, comment expliquer? Mais ça montrait que ces fossiles de coquillages marins, c'était parce que les Andes étaient en train de se soulever. Et c'était la constatation que la Terre était en perpétuel mouvement, confortant ainsi les thèses de Lyell. Une troisième étape, mais ça certainement vous avez entendu parler, c'est les pinsons de... C'est pas que je vous donne 3 exemples, mais il a fait des observations très importantes dans plusieurs étapes. C'est là aussi, les pinsons de Darwin, en fait, il va au Galapagos, il y a plusieurs îles, et en fait, il va remarquer que dans chacune de ces îles, on trouve des pinsons, mais ces pinsons ne sont pas pareils, ils sont différents. Donc, à partir de là, va commencer une idée va le hanter. Peut-être tous ces oiseaux ont une origine commune. Alors, il revient après 5 ans, il revient, il y a d'autres étapes importantes. Il va faire un apport important sur les coraux, par exemple, sur la genèse des coraux, etc. Mais bon, on va pas. Quand il revient en Angleterre, il doit faire un rapport, parce qu'il a été payé pour ça. Et donc il va écrire ce rapport, et ça va le rendre, c'est-à-dire c'est la narration de son voyage sur le Beagle. Il va écrire ce rapport et il va devenir un expert reconnu en géologie de l'Amérique du Sud. Mais un peu plus tard, il publiera une nouvelle version de ce rapport. Ce rapport, il l'avait coécrit avec Fitzroy, le premier. Mais là, il réécrit son voyage et il va publier son voyage du Beagle. Et ça, vous devriez le lire parce que c'est très intéressant. Ce n'est pas quelque chose de spécialiste. Et là, vous suivez ce voyage et c'est fascinant de lire ce bouquin. Et vous le trouvez. Alors, une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre chez lui. Il rentre à Danhaus, qui est dans la campagne, dans le Kent, et il va vivre dans le Kent jusqu'à sa mort. Alors, voici sa maison dans la campagne,
Dan, et c'est ici qu'il va rédiger qu'il va continuer à travailler, disons. Et on dit que ça c'est le sentier sur lequel il se promenait, hein, le sentier de sable, ça veut dire de sandboard. Sentier, il cheminait en réfléchissant longuement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Darwin s'est embarqué, il croyait à la fixité des espèces. Il n'avait aucune raison de remettre en cause ça. Mais le voyage va tout changer pour lui. Pourquoi? Parce qu'il va se poser plusieurs questions après ses observations sur la géologie des Andes, où il va détecter les différents strates de coquillages selon et ça va être très important pour lui. Sur les fossiles d'Amérique qui ressemblaient aux espèces qu'on trouve aujourd'hui en Amérique. Parce que ça veut dire qu'il y a une relation entre ces deux-là. Sur des animaux d'Amérique qui ressemblaient à des animaux d'Afrique, par exemple les autruches. Vous avez des autruches en Afrique et vous avez des équivalents. Ce ne sont pas des autruches, c'est une autre espèce en Amérique. Donc tout ça, ça va commencer à le hanter. Alors, dès qu'il arrive, je vous disais, Darwin n'était pas seul. Dès qu'il arrive, Darwin c'était un géologue, c'était pas un spécialiste. Et il avait, pendant tout le voyage, il avait été payé pour ça, il a fait des collections. Il a fait des collections de plantes, de fossiles, de mammifères, des oiseaux, des reptiles, etc. Et dès qu'il arrive, il donne ses collections aux spécialistes. Et donc, Darwin va bénéficier de la collaboration de tous ces spécialistes qui vont lui expliquer, qui vont analyser ses résultats scientifiques. Par exemple, l'histoire des pinceaux que je vous ai racontée avec les oiseaux, hein, il a ramené les restes d'oiseaux qu'il a donné en partie à Good et à Watt, et ces oiseaux de Good, Darwin pensait que ils étaient différents dans les îles, mais il pensait que c'était des oiseaux différents. Et Good va lui dire non. Là, ce sont des oiseaux qui sont 13 espèces différentes. Donc, sont des espèces différentes. Ce n'est pas le même oiseau qui change de couleur. Ce sont des espèces différentes. Donc, c'est la collaboration, toujours. Darwin n'est pas seul. Il collabore avec beaucoup de monde qui vont lui expliquer, puisque... Alors, là, on le voit en train de discuter avec trois collaborateurs. Là, il y a le géologue, lui est très important, et un botaniste, etc. Alors, Charles Lyell, pourquoi c'est si important parce que c'était le problème de la géologie, de l'âge de la Terre. La Terre n'était pas immobile. Et les observations de Darwin confortaient l'hypothèse de Lyell, c'est-à-dire les changements de la Terre résultent d'une action uniforme de la nature tout au long de son histoire. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que la Terre était bien plus ancienne que les 6000 ans de la Bible. Et il n'y avait pas de déluge ni de catastrophe pour expliquer la disparition des espèces. C'est ça que ça voulait dire. Alors, pour Darwin, ceci est très, très important parce qu'il lui fait don du temps de l'évolution. 6000 ans, ce n'était pas assez. Avec ça, il n'a plus de problème pour réfléchir à l'évolution. Il va trouver d'autres influences. Par exemple, Malthus. Vous savez, Malthus, ce n'était pas un biologiste, c'était un démographe. Et aujourd'hui, certains d'entre vous peut-être connaissent les théories de Malthus, qui est très important. C'était un prêtre qui a écrit une œuvre très influente et travaillé sur la démographie et la croissance de la population. Alors quelle était une des hypothèses importantes, c'était le problème des ressources. Lui, il disait, la population croît à un certain rythme pendant un certain temps, et il y a assez de ressources, là vous avez le taux de il y a assez de ressources pour alimenter ces quantités. Mais il y aura un moment, vu le taux de démographie qui ne cessait de monter, il y aura un croisement. La population va être très nombreuse, il n'y aura pas assez de ressources pour l'alimenter. Et ça, donc, ça amène au point qu'on appelle la catastrophe des Malthus, ce croisement. Et donc, ceci, et Malthus le disait, va conduire à ce qu'on appelle la lutte pour l'existence. Et rappelez-vous, cette lutte pour l'existence fera partie du titre de l'œuvre
de l'origine des espèces qui publie Darwin. Alors, Darwin va travailler 20 ans sur sa théorie. Il va travailler 20 ans et il n'osait pas la publier parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre, qui ne croyaient pas à cette théorie. Même là, il y a le géologue, lui, il croyait à l'évolution, mais il croyait aussi, il était un créationniste, il croyait à la fixité des espèces. Vous voyez. Donc, même là, il n'était pas convaincu par la théorie. Donc, il se décidait toujours pas à la publier. Mais, à ce moment-là, il reçoit en 1958 une lettre d'Alfred Wallace qui lui expose mot par mot sa théorie de l'évolution. Alors, vous savez, les scientifiques, comment ça marche. Le premier qui découvre une chose doit la publier. Et celui et tout le reste ne compte pas. Et c'est important parce qu'en fait, ça lui donne une renommée, ça lui permet de trouver des fonds pour continuer la recherche. Donc, et donc ça génère, actuellement c'est le cas, une compétition énorme entre les chercheurs aussi. Alors, voilà, c'était un naturaliste comme Darwin. Darwin était parti en Amérique du Sud et lui, il a fait la même chose, mais il est parti dans le sud-est asiatique. Et il va faire une très grande œuvre de naturaliste en décrivant différentes espèces et il était arrivé aux mêmes conclusions que Darwin. Alors, au lieu de se fâcher avec Darwin, il va devenir ami et il va l'appuyer dans sa thèse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Darwin, il reçoit la lettre en 1958, l'année suivante, il publie son œuvre sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour l'existence, et ceci vient de Malthus. Donc, vous voyez la quantité d'influence qui se fait. Alors, quel est l'essentiel de la théorie de l'évolution? L'évolution biologique se fait au hasard dans une population. Et ensuite, la sélection naturelle des individus va choisir les mieux adaptés. Alors, Darwin avait une haute estime de Lamarck, qui était du siècle précédent. Et il disait, mon idée sur l'évolution des espèces est similaire à celle de Lamarck. Mais les moyens qui mènent à cette évolution sont différents. Et voilà la différence. Tous les deux croient à l'évolution des espèces, mais le mécanisme est différent. Les moyens sont différents. Alors, puisque Lamarck, qu'est-ce qu'il fait? Lamarck propose que la transmission des caractères est acquise par l'environnement. Tandis que Darwin dit que c'est le hasard de la biologie. C'est pas induit par l'environnement. Et c'est simplement un processus de sélection qui ensuite va maintenir les individus les plus adaptés. Alors, quel est l'impact sur la société? Là, on a la théorie de l'évolution, on a vu comment elle a germé. Vous voyez, ça vient de loin. Et ça, pour toutes les théories, c'est la même chose. Pour la théorie de Copernic, de Galilée, elle venait de loin, ça venait d'un grec d'ailleurs à l'époque. Enfin, quel est l'impact sur la société? Ça a été fondamental. L'origine des espèces fut un best-seller en 1959, mais provoquant évidemment un impact immédiat et fracassant. Vous avez ici une caricature de Darwin à l'époque, où il le présente dans un journal satirique. Mais ça, c'était à l'époque. Mais il ne faut pas croire. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas à ça. Le mouvement créationniste aux États-Unis est très fort. Là, vous avez aujourd'hui l'expression de ces créationnistes. Là, vous avez une voiture qui vous dit « Les fossiles disent non. L'évolution, c'est un conte de fées. » Et il y a beaucoup de moyens aux États-Unis à ces gens-là. À Kentucky, il y a 2 musées de créationnistes, un à Petersburg, l'autre à Williamstown. Et qu'est-ce que vous voyez? Celui-là, par exemple, c'est l'Arche de Noé qui a été reproduite. Et là, il vous raconte la vraie histoire de la Terre. Dieu a créé la Terre en 6 jours, vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Et vous allez dire, bon, mais c'est quelque chose. Non, c'est un pourcentage important, pire. En fait, le vice-président des États-Unis était créationniste. Et il voulait introduire cet enseignement dans l'école. Vous voyez, c'est... Donc il ne faut pas... Alors,
En Allemagne, il y a eu un autre personnage important, c'est Ernst Haeckel. Et Haeckel, c'était un divulgateur de la science. Et c'est lui qui va créer le terme d'écologie. Il va publier un livre, même avec des images merveilleuses, et en fait, vous pouvez les regarder, ces images sont fabuleuses, publié en 1899, qui fut aussi un best-seller, vendu à plus de 400 000 exemplaires. Alors, Haeckel, lui, il croyait à la théorie de l'évolution. Il était fasciné par l'origine des espèces, mais il y trouvait un défaut. Darwin n'aborda jamais le sujet de l'homme. C'est pas que ça ne l'intéressait pas, Darwin. Darwin a écrit ce qu'on appelle ses carnets. Il a écrit toute une série de carnets. Dans ces carnets, il discute l'origine de l'homme, mais il n'ose pas le publier, il n'en parle pas. Donc sa publication ne mentionne pas l'homme. Donc Haeckel, lui, il va s'intéresser à l'homme, à l'origine de l'homme, et il va proposer une classification des espèces avec l'homme au tout début. Mais il va expliquer cette théorie absolument. Mais il propose une classification des races humaines. Et ça, c'est très dangereux. Il va parler des espèces, des humanoïdes les moins évolués jusqu'aux plus évolués. Évidemment, ça porte... Et l'Église dans tout ça. En fait, l'Église, évidemment, ne pouvait pas accepter. Disons, elle s'est opposée, évidemment, pendant... Ceci dit, déjà au XIXe siècle, il y avait des théologiens qui ont accepté et ont cru, ils ont adopté la théorie de l'évolution. Je ne vais pas tous les mentionner. Un de ses prêtres, c'est Marie Dalmas, un français, il va publier l'évolution des espèces organiques. Et il affirme qu'il convient d'abandonner la lecture littérale de la Genèse. Et selon lui, la Bible ne dit rien sur la fixité des espèces. Plus récent, peut-être vous le connaissez, c'est Teilhard de Chardin, prêtre jésuite. Lui aussi, il est favorable à la sélection naturelle et le hasard des mutations génétiques. Alors ce prêtre est très important parce que c'était un prêtre, mais c'était aussi un très grand scientifique. C'était un paléontologue qui était un spécialiste de l'homme dans ses fouilles en Chine. Donc c'était un scientifique. Et l'Église, les autres autorités de l'Église, en fait, ils ont mis beaucoup de temps à l'accepter, mais maintenant l'Église ne s'oppose plus à la théorie de l'évolution, il accepte. Et vous voyez ce que dit le pape François dans un discours à l'Académie pontificale des sciences. Il va dire l'évolution de la nature n'est pas incompatible avec la notion de création, parce que l'évolution requiert la création des choses qui évoluent. Donc il y a une évolution dans ce. Et quel est l'impact sur les sciences? Énorme. En fait, dans tous les domaines de la biologie, ça a impacté jusqu'à aujourd'hui. En fait, pourquoi? Parce que, en fait, ça propose enfin un cadre conceptuel très solide sur l'origine et la diversité des espèces. Depuis sa publication en 1859, toutes les données scientifiques, jusqu'au plus récent, confortent cette théorie. Les données géologiques sur la dérive des continents et la diversification des espèces. Les données en biologie moléculaire qui appuient fortement l'existence d'un ancêtre commun à tous les êtres. Et les données paléanthropologiques qui livrent des informations spectaculaires, disons, tout à fait nouvelles sur l'origine de l'homme moderne. Alors, on revient aux questions posées par la science. On dit, quelle est l'origine de la diversité? La théorie de l'évolution propose une réponse. La théorie telle que la propose Darwin est soutenue par Wallace. Et quel est le mécanisme qui conduit à cette diversité-là? Ni Darwin ni personne à l'époque pouvait répondre à cette question. Darwin et Wallace n'avaient aucune idée. En fait, et c'est très intéressant, la réponse à cette question se trouvait dans deux endroits. Dans un monastère en Autriche, pardon, un monastère en Tchécoslovaquie, et dans un château à Tübingen.
Dans le château de Tchécoslovaquie, c'est George Mendel qui a découvert les lois de la génétique. Il était absolument contemporain avec Darwin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un prêtre qui s'intéressait, qui croisait des petits pois. Et à croisant des petits pois, il va publier ces fameuses lois de la génétique qui sont valables jusqu'aujourd'hui. C'est le père de la génétique. Il va révéler les caractères héréditaires qui se transmettent indépendamment à la descendance selon les lois de Mendel. En fait, c'est les caractères dont parlait Darwin, mais lui, il n'avait aucune idée de ce que c'était. Là, et il ne pouvait pas le démontrer. Là, il démontre que ces caractères héréditaires existent. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ces caractères, aujourd'hui, on les appelle les gènes, les allèles. Ça, c'est pas de notre topo. Alors, cette découverte est très importante, mais Darwin n'avait aucune idée de ça. Pourquoi? Parce qu'à Darwin, les arguments les plus forts qui infirmaient sa théorie étaient le suivant. Si un nouveau caractère était apparu, il aurait, dans une population d'individus, il aurait été éliminé immédiatement par effet de croisement, de nombre. Un individu dont la masse va se perdre. Le fait de trouver ce mutant, c'est parce que les caractères héréditaires, les petits pois jaunes et les petits pois verts, c'est ce qu'on appelle des allèles, des mutants, ils ont des mutants. Il y a un caractère génétique qui apparaît nouveau dans cette population d'espèces. Les espèces vivent dans une zone tempérée. Et soudain, il y a un rechauffement. Mais alors, cet individu qui était minoritaire va devenir majoritaire. Et là, on répond à la question de Darwin, que Darwin ne pouvait pas répondre. Et c'est exactement ce qui se passe. Par exemple, un exemple, c'est la résistance aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques, c'est un produit de la sélection naturelle. Sur les bactéries qui deviennent résistantes, elles ne sont pas induites par l'antibiotique, mais il y a une bactérie perdue dans la masse. Quand il n'y a pas d'antibiotiques, elles ne comptent pas. Mais dès que vous mettez des antibiotiques, elles peuvent commencer à proliférer. La résistance aux antibiotiques, c'est un exemple de sélection naturelle. Quelle était la question suivante? Nous avons vu la question qu'apporte Mendel. Les caractères héréditaires existent et se transmettent de façon indépendante et perdurent dans la descendance. La question suivante, c'est que c'est pas ces caractères héréditaires, on n'en sait pas. Mais la question était, cette fois-ci, à Tübingen, dans un château en Allemagne. En fait, la question était quel est le support chimique de ces caractères héréditaires. Et c'est Friedrich Michel, dans les cuisines du château de Tübingen, qui est très beau. Moi, j'ai été travailler à Tübingen, c'était une très belle ville. Et c'était un centre intellectuel très important. Friedrich Michel a découvert travaillant dans la cuisine, disons, c'était un médecin, mais il n'aimait pas la médecine, donc il faisait la recherche. Il a isolé l'ADN, il a découvert l'ADN. Et l'ADN, c'est les gènes, en fait. Et ça, c'est le support chimique. Donc finalement, il y avait Mendel d'un côté, Mendel en Tchécoslovaquie, et Friedrich Michel. Ces trois-là posent les bases qui permettent d'expliquer comment se fait l'évolution. Alors, quels sont les autres observations qui confortent cette théorie? L'histoire des fossiles. Vous savez, il y a 200 millions d'années, il n'y avait pas les continents, il y avait ce qu'on appelle Pangea, c'est-à-dire tous ces continents qui sont aujourd'hui séparés, en fait, formaient une seule masse. Et c'est intéressant parce que Darwin l'avait observé aussi. Il n'avait pas il n'avait aucune idée de l'existence de Pangea, mais ce qu'il avait observé, qu'il trouvait des fossiles très similaires dans un endroit très distant de la Terre. Ça, il avait observé. Alors regardez comment les fossiles confirment la théorie ou sont un support très important. Là, vous avez la distribution de fossiles
de cette espèce-là, qui est identique, vous l'avez ici, on les trouve en Amérique du Sud, on les trouve en Afrique. Là, vous avez une autre espèce de reptile, de fossiles, ce sont des fossiles, qui se trouvent en Amérique du Sud et en Afrique. Là, vous avez une autre espèce, cette fois-ci de fossiles de plantes, ils traversent tous les continents. Donc ça, c'est une preuve très forte, puisqu'on les retrouve maintenant de l'existence de cette Pangea. Alors, en quoi ça nous concerne pour la spéciation en fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, je vous montre un exemple avec les Araucaria du Chili. C'est un arbre très beau, il y en a en France, qui pousse dans des régions du sud du Chili où il y a beaucoup de volcans. Et c'est très enneigé, c'est froid, il y a beaucoup de neige. Et ces Araucaria qui sont, entre guillemets, typiquement chiliennes, en fait, on retrouve tous les points verts ici dans la planète. Là, vous avez des Araucaria, vous avez des Araucaria très loin, en Australie, en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Guinée. En fait, ce sont des espèces différentes. Vous avez Araucaria araucana qui est ici, là vous avez une Araucaria brésilienne, là vous avez une Araucaria qui se trouve en Nouvelle-Guinée et aussi en Australie, et vous avez, en fait, le plus grand nombre d'espèces d'Araucaria se trouve, vous savez, en Nouvelle-Calédonie. Mais alors, comment tous ces Araucaria se trouvent distribués? Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça montre, ça? Ces Araucaria ont une origine commune. À l'origine, il y avait un ancêtre. Et lors de la dislocation des continents, ces ancêtres, quand ils se sont retrouvés en Amérique du Sud, en Asie, ici, ils vont chacun changer selon, être sélectionnés par l'habitat, par l'environnement où ils se trouvent. Et ça va donner des espèces différentes. Donc ça, c'est un appui très fort à la spéciation. Les données moléculaires, donc ça, on a vu les fossiles, on a vu le problème de la géologie, comment la géologie appuie la théorie de l'évolution. Mais non, les données moléculaires, et ça, c'est récent. Alors, vous savez, il y a une très grande diversité d'espèces. Là, vous avez des chevaux, des papillons, des plantes, et vous avez tout ce que vous ne voyez pas, les petites bêtes, les bactéries, les champignons. Alors, toutes ces espèces sont très diverses. Et pourtant, nous possédons tous le même code génétique et le même ADN. Ça, c'est un argument extrêmement fort pour un seul ancêtre commun à tous les organismes. Alors, Darwin va alors dessiner un arbre phylogénétique. Un arbre phylogénétique, c'est les arbres où vous voyez les différentes espèces. Et il va dire, je pense, ici, alors je vais vous expliquer. Donc là, il dessine l'ancêtre commun. Darwin n'a pas beaucoup dessiné. Il ne dessinait pas beaucoup, mais il a fait ce dessin qui est un arbre phylogénétique, c'est-à-dire c'est là où placer les espèces suivant leur apparition. Donc là, vous avez un ancêtre commun pour Darwin qui va à un moment donné se diversifier pour donner ces différentes espèces. Je vous montre un arbre phylogénétique basé sur les données moléculaires d'aujourd'hui. C'est très similaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet arbre phylogénétique basé sur des données similaires, c'est-à-dire on a séquencé des protéines. Donc, le cas-là, c'est une protéine. C'est la même chose, d'une certaine façon. Là, vous avez l'ancêtre commun. Cet ancêtre commun, à un moment donné, va donner 3 espèces différentes. Ça c'est l'organisme ancestral, et là, ça va donner d'un côté l'ancêtre des champignons. L'anse et l'ancêtre, on ne le voit plus, il n'existe plus cet ancêtre. Et puis l'ancêtre des plantes. Et puis, comme ça va diversifier, et là on trouve les plantes, toutes les plantes d'aujourd'hui, les espèces d'aujourd'hui, qui proviennent de ces ancêtres. Vous retrouvez tous les animaux d'aujourd'hui qui proviennent, on peut tracer l'évolution de ces espèces. Vous voyez? Et tout ça, ça pointe vers un organisme ancestral commun. Et là, vous avez les champignons. Donc vous voyez, cet arbre phylogénétique, c'est le premier qui a été établi, et voilà les données moléculaires qui l'appuient. Alors, je vais finir avec le problème de l'homme. Darwin n'a pas parlé de l'homme, il s'est beaucoup intéressé à l'homme. Alors, l'origine de l'homme,
vous le connaissez, disons, vous avez entendu parler, il y a beaucoup de travaux en paléontologie là-dessus. Hein, parce que c'est la paléontologie qui nous a permis de retracer. Et là, vous avez un arbre phylogénétique, pareil. Là, vous avez un arbre phylogénétique. Hein. Alors, récemment, on a pu, jusqu'à ce moment-là, jusqu'en 2010, on pensait que l'homme de Néandertal, c'était une branche, il s'était séparé et il n'avait jamais côtoyé l'homme moderne. Il ne s'était pas rencontré, il n'y avait aucune relation entre ces deux-là. Ça, c'était jusqu'en 2010. Jusqu'à ce que arrivent les données moléculaires, l'ADN, les séquences d'ADN, toujours la même histoire. En 2010, le laboratoire de Svante Pääbo au Max Planck Institute à Leipzig séquence l'ADN de plusieurs individus de Néandertal, séquence le génome. C'est le génome de l'homme. Et qu'est-ce qu'il trouve en fait? Il va séquencer ce génome. Et cet arbre, qu'est-ce qu'il va lui montrer? Qu'est-ce qu'il va trouver en fait? Il va trouver, ça c'est l'arbre phylogénétique qui existait de Néandertal. Là, il y a un autre homme comme des Néandertal, mais ce qui se trouve en Asie. Hein. Il n'y avait aucune relation. Mais en fait, ce qu'il a trouvé, ce travail, ce qui démontre qu'en fait, il y a des gènes de l'homme des Néandertal qui existent chez l'homme. Nous avons des gènes provenant de Néandertal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est croisé avec l'homme de Néandertal. On a cohabité avec eux. Et donc ça bouleverse complètement notre image sur l'origine de l'homme. C'est-à-dire, là, il y a eu un échange. Et en fait, il va continuer, après il va démontrer qu'il y a aussi un échange avec l'homme de Denisova qui se trouve en Asie. Et en fait, ça permet de retracer un peu l'origine. Alors, quand vous avez ça, ça amène une question pour un biologiste moléculaire comme moi. Tout de suite, on se pose une question. Donc, on trouve certains gènes de ces hommes de Néandertal aujourd'hui. La question qu'on va se poser, est-ce que ces gènes servent à quelque chose? Et la réponse est oui. Ces gènes servent. C'est-à-dire qu'on les a préservés. La sélection naturelle a préservé ces gènes. Et est-ce qu'ils jouent un rôle? En fait, je ne vais pas vous montrer les différentes données, mais effectivement, ils jouent un rôle pour l'adaptation à certaines conditions physiologiques. Mais je vais montrer simplement un dernier article, et c'est presque la fin. Ces gènes archaïques sont-ils fonctionnaires en nuit? Et je vois un journal, un très beau journal, qui vient de publier il n'y a pas longtemps, comment ces gènes de Néandertal protègent contre certaines formes sévères du Covid. Donc vous voyez tout ce cheminement que nous avons eu, et ça a commencé avec Aristote. Donc il ne faut jamais demander à la science d'être rapide, c'est pas possible. On ne peut pas vous dire à l'origine du Covid, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire où ça va aller demain. Ça, c'est pas possible. Et vous allez toujours voir des contradictions entre les scientifiques, et c'est normal. Jusqu'à arriver à un moment où on converge. Et c'est là. Donc, Svante Pääbo, qui est le travail sur l'homme que je vous ai montré, c'est Svante Pääbo, c'est le pionnier de la paléogénétique. Il a eu le prix Nobel de médecine pour ce travail-là. Et je vous conseille de lire ce bouquin, parce que ça, c'est son bouquin qui raconte toute cette histoire, et c'est quelque chose de divulgation scientifique. Donc, pour finir, c'est mon dernier mot, je voulais simplement vous rappeler que l'évolution des espèces continue, elle ne s'est pas arrêtée, on continue à évoluer. Merci pour votre attention. Merci. Des questions? Non? Si? Il est clair, super. Pour résumer, on pourrait dire que l'évolutionnisme, c'est une théorie, alors que le créationnisme, ça serait plutôt une croyance. Le créationnisme, c'est une croyance. Voilà. C'est une croyance. Je pense, moi. Alors, en fait, rien ne démontre, tout infirme la théorie des créationnistes, en termes scientifiques. Alors, je lisais juste avant de venir quelques articles là-dessus,
Et dans les créationnistes, ils ont quelques arguments. Par exemple, le coalécon. C'est la Ah, c'est d'accord, oui. Je crois qu'il y en a un ici, d'ailleurs. Je ne sais pas. Non, Je sais pas, j'ai pas entendu. Oui, donc il dit que ce poisson donc, on a découvert alors qu'il avait disparu depuis des millions d'années. Il le croyait disparu. Oui, Mais je ne suis pas il disparu, on l'a retrouvé vers Madagascar. Oui, oui. Et il aurait donc survécu à des millions d'années sans avoir évolué. Mais il y a des espèces très archaïques. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau du tout. Il y a des espèces qui sont très archaïques. Il y a des espèces qui ont évolué très peu. Voilà, donc eux, ils disent que ça va. Mais ça, c'est nouveau. C'est pas nouveau du tout. Tous les biologistes le savent. Il y a certaines espèces, la lamproie, par exemple, c'est un organisme très archaïque. Ouais, elle n'évolue pas. Elle évolue très peu. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Moi, c'est pas une question, c'est une remarque que j'ai au sujet des propos papaux. Des propos Du pape. Du pape. Ah, du pape. Que vous avez retranscrit, c'est Oui. que Oui. la représentation par arbre et les propos du pape laissent à penser que l'homme se trouve au sommet de la création, si on peut dire. Non. Alors qu'en fait, il non, n'en est rien, que c'est je dirais que c'est une position intellectuelle, le sommet de la création, qui est Oui. complètement fausse. Oui, mais ce n'est pas la position des scientifiques. Ça. Non, mais c'est la position du pape. Nous sommes des animaux. Et moi, je ne connais pas la position du pape. Ce qui était écrit. Oui, mais on l'a exprimé dans sa dernière encyclique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il la voit. En tout cas, actuellement, c'est effectivement pas une. Bon, moi, verticale, je ne me prononce pas clair ce que l'Église accepte la théorie de l'évolution. Ça, donc, tout le problème, c'est un problème théologique maintenant. Comment combiner la théorie de l'évolution avec les Écritures? Et ça, c'est un autre problème. Oui, mais c'est un grand problème pour les croyants. Et que je respecte, ce problème. Oui. Oui, dans votre arbre phylogénétique, vous n'avez pas replacé les archées qui avaient été déterminés comme un... Non, mais je ne vous ai pas tout montré. Je vous ai montré simplement une image. Et effectivement, si je vous montre un arbre phylogénétique qui exprime tout, alors là, vous n'aurez... Je peux vous montrer des arbres phylogénétiques qui placent les archées. Alors là... Ni les virus, vous n'avez pas parlé. Non, les virus, ce ne sont pas des êtres vivants. Ce ne sont pas des êtres vivants. Non. Ça, c'est toute la question. Et ils se placent dans l'évolution quand même. Non, oui, répondre à l'évolution. Ça, c'est un débat énorme. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Un être qui peut se nourrir et se reproduire de façon autonome. Et les virus ne peuvent pas se nourrir de façon autonome. La bactérie. Ils se reproduisent. Donc, non, ils se reproduisent à l'intérieur d'une cellule. Donc les virus, c'est pas considéré. C'est quelque chose qui évolue, comme les molécules peuvent évoluer, mais ce ne sont pas des êtres vivants. Ils ne peuvent pas se nourrir et se reproduire de façon autonome. Ils nécessitent une cellule. Et c'est ça la différence, vous voyez. Peut-être qu'on n'a pas tout connu sur la nature du vivant. Oui. Ah. C'est sa définition est dure parce que les parasites. L'ARN. Quelle est l'origine de la vie? En fait, vous savez, c'était une question, un débat. Il y avait l'ADN. L'ADN, c'est le matériel génétique. Pour faire de l'ADN, il faut une protéine. L'ADN, il faut une protéine. Mais pour faire une protéine, il faut de l'ADN. Donc c'était un cercle vicieux. Pour faire une protéine, il faut de l'ADN. Mais pour faire l'ADN, il faut une protéine. On ne sortait pas de là, jusqu'à ce qu'on trouve que l'origine de tout ce n'est ni l'ADN ni la protéine, mais l'ARN. Et tout vient de là. Vous voyez, ça c'est l'origine de la vie. Mais bon, ça, on peut discuter à un autre moment. Donc il faut aussi se méfier des simplifications de ce qu'on lit, de ce qu'on raconte. On tend à simplifier les choses, et les choses ne sont jamais très claires. Disons, ne sont pas aussi simples. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des gènes de Néandertal chez l'homme moderne. La notion d'espèce en paléontologie a été largement polluée par le fait que chaque
inventeur, découvreur, chaque paléontologiste qui a décrit une espèce nouvelle a collé son nom. On avait le genre, l'espèce et le nom du découvreur. Donc, en paléontologie, et pour être paléontologue, on a eu à un moment tendance à multiplier les espèces. Et dès qu'il y avait un petit caractère qui apparaissait, on disait que c'était une espèce nouvelle parce qu'il y avait le genre, un nouveau nom d'espèce et le nom du découvreur. Donc, les chercheurs en paléontologie ont eux-mêmes troublé ou pollué, on peut dire, le déroulement de la science de l'évolution. Moi, je ne peux pas répondre à ça parce que je ne connais rien à la paléontologie, mais il y a des moyens de classification. Mais le problème de la classification, c'est un problème qui se pose jusqu'à aujourd'hui. Il y a des classifications qui changent basées sur les données moléculaires. Donc la classification, c'est un gros problème. Mais les données moléculaires sont plus utiles, plus réalistes, plus scientifiques que les critères qui ne sont que des critères morphologiques. Vous ne pouvez pas obtenir des données moléculaires d'un fossile. Ça c'est le problème. Ça aurait été trop simple. Et les critères morphologiques, c'est très difficile à définir, ça. Moi, je n'ai pas abordé le problème de la lignée, c'est très difficile. Mais Aristote, c'est le premier à l'avoir abordé. D'autres questions? Oui. Moi, je peux poser directement la question. Bon, vous avez parlé d'ADN, alors je parle du sujet. Merci. Vous avez parlé d'ADN, mais je change du sujet. L'ARN là-dedans, qu'est-ce que ça va avoir? Je ne comprends rien du tout. Non, mais ça, je ne peux pas vous expliquer ça. Bon, désolé. Si vous voulez, on fait une autre conférence sur l'origine de la vérité, cette fois-ci au niveau moléculaire. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est compliqué à expliquer comme ça. On a eu une conférence de quelqu'un qui a très bien expliqué la transcription, le passage ADN, ARN, etc. Mais vous pouvez la retrouver sur notre site, je vous en donnerai la réponse. C'est dommage parce que la seule question que je suis compétent, finalement, je ne vous réponds pas. D'autres questions? Qu'est-ce que vous pensez des arguments du design intelligent? Du quoi? Du dessin, du dessin divin. Les arguments du dessin intelligent. De l'intelligent design, du créationnisme. Ah, mais je ne connais rien, moi. Je ne peux pas vous parler de ça. Non, c'est le dessin intelligent. Moi, quand il y a un domaine que je ne connais pas, mais c'est que tu as un but dans l'évolution. Ah, le dessin. Pas dessiné. Non, je ne connais pas. Le dessin des Vous n'avez pas d'opinion sur des choses que je ne connais pas. Il y a une finalité dans l'évolution. Même en économie, je n'ai pas d'opinion parce que je ne connais rien à l'économie. Non, mais c'est vrai. Si on m'est demandé de choisir une méthode de retraite, c'est pas moi. D'autres questions? Non. Depuis la séance, merci à vous. Merci à vous.